Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Cédric. Salut Cédric. Salut, bonjour à tous. Donc Cédric Eda, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer et que aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer grâce à une société bordelaise qui s'appelle EOS. Peut-être vous m'entendrez parler de cette société à nouveau. Si vous suivez un peu mon LinkedIn, je reposte un petit peu des choses. Je vais me permettre d'essayer de te présenter de ce que j'en ai compris de ton site internet. Puis bien évidemment, c'est ton interview. Et donc tu pourras rebondir sur ce que tu veux après et avant les questions. Ça marche. Cédric, toi tu as 42 ans. Tu es un professionnel du sport et du développement personnel. Tu es un ancien handballeur de haut niveau chez les jeunes et tu as pratiqué et tu continues de pratiquer diverses activités physiques. Là, juste avant l'interview, tu me disais que tu allais faire un peu de dénivelé et que tu t'arrêtais jamais. Donc notamment des sports collectifs, hein, tu as fait des sports de combat, du sport de glisse, de sport en plein air. Et depuis 2013, tu te consacres principalement au trail et à l'ultra trail qui, on le voit, enfin, pour avoir discuté un peu avec toi, et puis on le voit vraiment sur ton site internet, c'est une vraie passion qui te permet de renouer avec les grands espaces et les paysages montagneux. D'ailleurs, je crois que actuellement là, tu fais une interview à la montagne. Euh, C'est ça. Tu as été aussi, alors si je me trompe pas, je vérifie quand même, c'est en 2016, tu as été le fondateur et le président de l'association Vaincre Parkinson. Donc c'est une maladie hein, qui touche une personne de ta famille à partir de 2009, si je ne me trompe pas. Et toi, en tant qu'amoureux du sport, et que ce soit en amateur ou en professionnel, bah, tu as décidé de mettre les valeurs du sport au service de cette cause-là, grâce à ton travail d'éducateur et de coach sportif. Et donc, en gros, de ce que j'en comprends, et tu pourras nous le définir après, et c'est le but de cette interview, comment tu as pu trouver un équilibre de vie entre ta famille, tes valeurs humaines très saines, on en a déjà parlé, et qui permettent de développer le tout un chacun, les activités en solo et en groupe, et tendre globalement pour un mieux-être personnel et un bien vivre ensemble. Tu es également préparateur mental. Alors là, j'ai pas trop bien compris le nom, c'est LNF, j'ai pas très bien compris, mais par contre, tu es praticien top, donc technique d'optimisation du potentiel, donc ça, je t'ai déjà vu à l'heure, ça bouge quoi, c'est pas du Qigong, et c'est très agréable à voir et c'est très dynamisant. Et tu pratiques aussi l'accompagnement et le développement personnel auprès de tous les publics. Donc, tu pourras nous en parler hein, de tes clients, sport, art, entreprise, services publics, associations. Et tu prônes le dépassement de soi, le courage, la détermination, une forme de rigueur parce que tu es un ancien militaire, la volonté, les compétences, tout ça au service de la confiance, du relationnel. Et aussi, je t'ai vu en action avec une pédagogie qui embarque tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire sur toi et ton parcours. Est-ce que j'ai dit des choses erronées, fausses? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux te présenter tout simplement pour toi? Non, 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 alors t'as parfaitement résumé. Et puis finalement, moi, ça m'en jette plein les yeux quand j'entends tout ça. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses aussi qu'on pourrait rajouter. J'ai 46 ans pour le coup. Parce que je pense j'ai pas mis mon site, j'ai pas dû changer l'âge dessus en tout cas. Non, en fait, oui, oui, t'as parfaitement résumé l'affaire et même pour faire le lien avec les questions qui vont suivre derrière. L'association Vaincre Parkinson que j'ai créée en 2016, en fait, c'était par rapport au diagnostic de ma maman en 2009. Donc, ma maman nous a quittés il y a 2 ans, après 13 ans de combat de cette maladie. J'ai cherché pendant des années à comment je pourrais aider les gens dans le diagnostic, dans le quotidien, les aidant aussi dans la maladie, par rapport à ce que moi j'ai traversé au moment où on me l'a annoncé, où on m'a annoncé que ma maman était touchée. Donc, et à travers ça, à un moment, le sport est venu assez rapidement, puisque tu l'as parfaitement compris, et je pense que ça résume aussi le personnage. Le sport a toujours été un équilibre pour moi depuis l'âge de 5 ans finalement. Et à travers le sport, moi j'ai trouvé des valeurs. L'éducation de ma maman aussi a développé mes valeurs. Et l'association Vaincre Parkinson à l'époque était l'image finalement de ces valeurs. Le sport, l'effort, le combat, les gens touchés par la maladie, leur combat au quotidien, qui était un exemple finalement pour moi de s'accrocher, de ne pas lâcher prise, parce que c'est tout simplement la vie, c'était la vie qui les avait frappés, malheureusement pas dans le bon sens. Et ces valeurs ont fait apparaître d'autres valeurs en moi, l'humain, et l'association était centrée sur l'humain. Et aujourd'hui, mon auto-entreprise euh, et les gens que j'accompagne, c'est la même place finalement. Et là, ça va ouvrir peut-être sur la suite de tes questions.
Mais pour moi, l'humain sera toujours le centre de tout projet, de toute aventure, de tout défi ou de tout objectif. Pendant 20 ans, j'ai été militaire et pendant 20 ans, j'ai managé, j'ai commandé des petits groupes de 3 personnes. Puis petit à petit, tout au long de ma carrière, ça a augmenté pour jusqu'à commander 30, 40, 50 personnes. Mais j'ai toujours mis l'humain au centre de ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de mauvais potentiel, bien au contraire. Et c'est l'addition de tous ces potentiels qui fait que finalement on performe aujourd'hui. Et le mot performant, je le mets entre guillemets parce qu'il faut s'identifier tous à la performance. Et c'est monsieur et madame tout le monde qui performent au quotidien. Et dans les entreprises, par mon métier aujourd'hui, d'accompagnement, de développement personnel, de formation, c'est là où il est important. Tu parlais de confiance en soi. Mais avant même de parler de confiance en soi, c'est d'abord l'estime qu'on a de soi, cette image d'être quelqu'un d'unique et de l'accepter finalement comme on est, avec ses points forts, ses qualités, ses compétences et aussi ses points améliorés. Voilà. Donc non, tu as parfaitement résumé en fait. Ouais, merci beaucoup. Bah, déjà, rien que là, ça fait une interview à elle seule. Effectivement, je me permets de rebondir avant. Effectivement, tu as parlé d'estime de soi et on en parle trop peu souvent. On parle souvent de confiance en soi. Et bon, tu sais, il y a toujours des outils, des petits machins, mais les représentations, des fois, un dessin, ça vaut 1000 mots. L'affirmation de soi, c'est aller à l'extérieur. D'ailleurs, parler, c'est expirer. Okay, c'est dur de parler en inspirant. Donc, il y a l'inspiration, il y a l'expiration. Et l'affirmation de soi, c'est se poser, rayonner. D'ailleurs, on peut s'affirmer sans avoir à parler. Mais cette affirmation de soi, qui est un mouvement, alors je vais utiliser un langage un peu, mais qui est un peu yang, qui va vers l'extérieur, il est sous-tendu par un truc qui est très intérieur, qui est la confiance en soi. Et cette confiance en elle, cette confiance en nous, en nos compétences, tu as parlé de compétences, de ce qu'on sait faire, bah, c'est sous-tendu par qui on est. Et d'ailleurs, on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains. Donc, on est des êtres humains. Et voilà, c'est aussi parce qu'on a discuté la dernière fois quand on était à Lyon, ça m'a vraiment fait tilter de dire, mais non, mais il faut que... Enfin, je suis très content que Cédric puisse exprimer son message. Et moi... je suis pas à l'heure d'Instagram, les grosses communautés, les machins, les trucs. Mais si peu de gens déjà peuvent entendre toi, tes valeurs, capter qu'en fait, on dit en Qigong, là où va ton attention, va ton Qi. Et si à chaque fois, on pose notre attention sur ce qui va pas, bah, c'est ça qu'on plante, donc c'est ça qu'on va récolter. Mais il y a aussi tellement de gens qui font des trucs super et on n'en parle jamais. Et on n'en parle jamais. Et donc, cette petite interview, elle a ça pour but de pouvoir... je me suis dit... comment faire sortir des discours, déjà qu'on entend trop peu, ou que très souvent on dit ouais, bon, c'est New Age, c'est Babos, c'est Cuicui, les petits oiseaux, tout le monde est joyeux. Non, en fait, il peut vraiment y avoir des projets portés, et je dirais même, il peut y avoir des projets professionnels, c'est-à-dire qu'on peut construire sa vie avec ça, et moi je trouve qu'en France, et c'est pour ça que je suis devenu auditeur, paradoxalement, on pourrait dire, mais auditeur avec des normes, et t'es naturopathe, c'est quoi le truc? Et c'est que j'ai vu tellement de gens qui avaient des belles valeurs, qui étaient dans le soin, qui étaient dans le sport, qui étaient dans l'accompagnement, qui essayaient de monter leur boîte, ou voire pire, qui montaient même pas de boîte parce qu'ils disaient c'est pas pour moi. Donc, un, ils réalisaient pas les choses, et deux, ils exprimaient pas leur plein potentiel, ce qui est quand même dommage. Ou des gens qui montaient leur boîte, techniquement ils sont super forts, ils ont des super valeurs, mais comme il y a ces normes, ces trucs de clients, de machin, bref, ils savaient pas gérer une boîte, et ben ça s'effondre. Et ben ça, c'est bien dommage. Donc voilà, le but de cette interview, c'est que tu puisses, quand tu as parlé d'auto-entreprise, au niveau qu'elle tient et avec tout ce que tu véhicules, tu puisses donner de la motivation, en tout cas un autre regard de l'entreprise, qu'on peut s'engager dans quelque chose de professionnel qui nourrit sa famille et être avec sa famille et trouver un équilibre. Voilà, ça c'est le but. Et si tu as quelque chose à... Bah, je rebondis juste sur ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent par LinkedIn, qui voient mon profil, alors que j'alimente pas tant que ça par rapport, c'est vrai, à une époque sur Facebook, qui lui m'a fait énormément connaître par l'association Vaincre Parkinson. Mais LinkedIn, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander comment moi j'ai amené ma carrière après l'armée, ma reconversion. Toutes mes formations que j'ai pu faire, tu parlais de LNF tout à l'heure. LNF, c'était un organisme de formation, ça s'appelait Les Nouvelles Formations. C'est pour ça que c'était LNF. Et comment moi, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui
à faire de l'accompagnement de sportifs élites, pro, internationaux, puisque j'ai des gens en Belgique, en Suisse, un peu partout. Comment je fais du développement personnel, comment je fais de la formation d'adultes en pédagogie, comment je forme dans la santé bien-être et comment j'en suis arrivé à tout ça. Et je guide beaucoup de personnes finalement de mon temps libre, hein. Bien évidemment, c'est pas rémunéré, c'est du temps que je prends dans mon agenda qui est là à côté. Je peux vous le montrer, c'est sûr. Mais j'adore ça en fait parce que encore une fois, c'est l'humain, c'est aider quelqu'un qui un jour se retrouve comme moi je me suis retrouvé. Sauf que moi, j'ai pas toujours eu la chance qu'on me guide, qu'on me conseille, qu'on me montre le bon chemin. Donc j'ai beaucoup appris par moi-même, je me suis beaucoup construit par moi-même, ce qui est formateur hein, en soi, et c'est une force aujourd'hui que j'utilise. Mais il y a toujours cette idée aussi de tendre la main à ton prochain. Et si moi, comme je le dis, encore en entreprise, pas plus tard que la semaine dernière, si je peux vous amener un petit truc, un petit plus qui fait qu'à un moment dans votre vie, vous basculerez sur quelque chose de positif, qui peut vous aider à surmonter quelque chose de difficile, moi, j'aurais gagné mon heure, ma journée, mon moment en tout cas. Et c'est toujours là, toujours cette transmission en fait, un peu comme avec mon fils. Je lui transmets des valeurs, je lui transmets une éducation, je lui transmets le goût à l'effort. Voilà, tout un tas de choses. Bah, c'est pareil. Enfin, c'est mon moment en moi en fait, et c'est ce que j'en retire finalement. Quand on m'appelle quelques temps après en me disant bah, j'ai réussi mon concours de gendarmerie, j'ai réussi à affronter mon patron, à lui dire voilà mes idées en réunion. J'ai réussi à m'affirmer. Pour le coup, tu parlais d'affirmation de soi. J'ai réussi à prendre la parole. J'ai réussi, voilà. Quand on m'appelle pour me dire ça, parce que ça m'arrive beaucoup, et même encore des anciens militaires que j'ai accompagnés dans leur carrière, qu'on m'appelle encore parrain ou mon adjudant. Bah, voilà, moi, ça, vous le voyez pas, mais ça me donne encore des frissons. Et mon adrénaline à moi, elle est là en fait finalement. Ce que je retrouve en trail, je le retrouve aussi dans mon boulot, et je m'éclate. Mais c'est ça le plus fort pour moi en fait. Mais c'est génial. Et alors, justement, là, moi, tu m'as donné, c'était pas du tout prévu, puisque les questions qui semblent de prime abord un peu codifiées dans ce que je vais faire pour répondre à une norme, parce que je suis auditeur ISO 9001, donc c'est vraiment la qualité, et tu dis, ouais, c'est très normé, etc. Bientôt 45 000 ans, en juillet, mais tu m'as quand même donné l'idée. Est-ce que de façon concise, moi ça m'intéresse au fond, bah, tu m'en as déjà parlé, mais pour ceux qui vont voir cette vidéo, en quelques phrases, et je sais que c'est un peu réducteur, mais ben justement, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la bascule ok, je passe de. Je suis para, je suis militaire, je commande des groupes de 40 personnes, 50 personnes, avec tout ce que l'armée implique, tu vois. Ah, en fait, ben, je me retrouve, moi, ma femme, mon fils, ma mère, ma famille, des valeurs, et je monte une structure. Je montre un truc qui me ressemble, en l'occurrence dans le sport. Mais pas que dans le sport. Parce que tu fais du top, tu fais tellement de trucs. Je sais que c'est un peu réducteur, mais si tu devais voilà, donner les grandes lignes de ce qui s'est passé pour toi, comment tu as eu ce truc-là Et d'ailleurs, c'est peut-être pas en claquant des doigts, c'est peut-être l'effet goutte qui fait déborder. Alors, en fait, le détonateur, ou on pourrait appeler, alors, parce que détonateur, ça fait encore militaire, on va rester. La chose qui a allumé ça, c'est la naissance de mon fils en 2017. Je m'étais toujours dit que le jour où je serais papa, je serais plus opérationnel. Je me voyais plus partir comme j'ai pu faire lors de toutes mes opérations extérieures, Mali, Côte d'Ivoire, les coups d'État un peu partout en Afrique et dans les Balkans, parce que j'aurais pas la tête complètement à ça. Donc quand mon fils est arrivé en 2017, la carrière professionnelle aussi de mon épouse prenait un tournant assez intéressant pour elle en tout cas. Et on a fait le choix de privilégier la famille, de se dire moi j'ai la chance de rester à la maison, de m'occuper de mon gamin pendant 2 ans, pendant qu'on a vécu aux États-Unis de 2018 à 2020. J'ai pris ma retraite à ce moment-là et je me suis formé. J'ai profité de ce temps libre finalement, pas si libre que ça, parce qu'un petit garçon d'1 an, 2 ans, ça te prend énormément de temps, mais je me suis formé, j'ai continué de me former parce que je voulais revenir à mes premiers amours, le sport. Je me suis formé. Au retour 2020, il y a eu de la demande hyper rapide en fait. Et il a fallu que je me structure, il a fallu que je crée ma propre boîte. Et c'est ma femme qui m'a poussé. Ma femme et mon beau-père qui m'ont dit vas-y, prends confiance en toi. C'est marrant, hein, et lance-toi. Donc voilà, c'est parti en fait d'un tournant familial. Voilà, je dirais pour le ramener au plus court. Et ce tournant familial, c'est mon pilier de force en fait. C'est mon objectif prioritaire, c'est que eux soient bien.
et que je puisse leur donner toute l'énergie et l'amour possible en tout cas. Donc voilà, donc c'est ce tournant familial en fait. Cool. Eh ben, je te remercie parce que ça va commencer à enclencher les questions et vraiment encore, à la fois pour toi, mais surtout pour les gens qui nous regardent, j'aimerais montrer que ce que tu viens de nous expliquer là, en quelques phrases, pourquoi c'est important de structurer un peu quand on veut monter sa boîte, parce qu'on pense toujours, et je le vois bien parce que c'est ce que j'ai pensé pendant des années, ouais, les normes et machin, on veut nous mettre dans des formats, ce qui est vrai pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on nous met des normes pour qu'on rentre dans les cases, mais il faut voir ça, c'est protéiforme. Et par exemple, là, tu vois, quand tu dis, ben moi, j'ai choisi une priorité parce qu'il y a mon gamin qui est arrivé. Ben ça, c'est le contexte interne de l'entreprise. Quand tu dis, j'ai continué à me former, c'est les compétences. Comment on gère les compétences dans une boîte? Quand tu dis, on a pris la décision, puisque tu parlais avec ta compagne, ta femme, on a pris la décision de nani nana. Mais ça, c'est ce qu'on appelle gestion des risques et des opportunités. Alors, je sais que c'est des mots comme ça, mais j'espère vraiment que les gens qui vont entendre cette interview vont comprendre que ces questions-là, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, elles vont s'imposer à nous. Et en fait, quand un jour, je te lance cet adage-là pour la fin, mais un jour, j'étais en Chine avec deux gars, Stéphane et Eric, qui voient l'interview, je les salue. C'était à Shanghai, on était en train de manger, et tu sais, t'as des petits gâteaux chinois avec des petits mots là. Ah. Donc, je traduis au portable et il y avait marqué, il y a deux choses qu'on ne peut pas éviter, c'est la mort et les impôts. Alors, prépare-toi. mais en gros, dans leur manière poétique de parler des choses, ça voulait dire aussi, mais en fait, tu vas devoir faire des choix aussi. Il y a des choses que tu vas devoir prioriser, qui peuvent changer. Il y a des saisons économiques, des saisons dans la famille, des saisons dans le couple. Tu es tout seul, tu rencontres une personne, tu as un premier enfant éventuellement, tu as un deuxième, tu changes de boulot. Mais ça, c'est des saisons. Où est-ce que j'en suis? Et voilà, par mon rapport de biomimétisme, j'aimerais bien que les gens comprennent qu'en fait, ces questions-là, n'hésitez pas à vous les poser parce que de toute façon, que vous souhaitiez monter votre boîte ou non, elles vont s'imposer à vous. Faire le choix, par exemple, d'arrêter, d'élever ton enfant pendant 2 ans, tu dis que c'est une chance, certes, mais c'est un choix. Il y a des gens qui sont plus animés par une carrière que par... Bref, si tu es d'accord, on commence dans les questions. Je suis d'accord. Je pouvais encore rebondir sur plein de choses. Hein. Tu peux y aller. je pense que les questions là, vraiment, je pense qu'elles paraissent un peu codifiées, mais vraiment, sens-toi libre de répondre comme tu les entends en fait. Voilà. Ça marche. Comment moi j'ai pu t'entendre quand on a discuté tous les deux. Ok. Justement, une des premières questions, très souvent dans la norme qualité, c'est contexte de l'organisme, contexte de l'entreprise. D'ailleurs, dans organisme, l'organisme, c'est quelque chose de vivant. Une organisation, organome, c'est quelque chose de vivant. Donc, ton organisme, on va l'appeler micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est comment est-ce que toi, tu peux identifier les enjeux qui, pour toi et pour ton organisme, ta famille, mais ton taf et l'argent qui rentre, etc. Quels sont pour toi, comment est-ce que tu peux identifier les enjeux externes et internes qui sont pertinents? Et comment ces enjeux-là, que toi tu identifies, ils influencent ta capacité à pouvoir atteindre tes résultats. Alors tes résultats financiers, tes résultats de famille, tes résultats... Alors déjà moi, je dirais en interne, c'est plutôt de continuer de m'éclater dans ce que je fais. Ça, c'est la base. Le jour où j'arriverai à me dire mince, faut que j'aille en entreprise. Oh, ouais, j'ai pas envie. Ce coup-ci, j'ai pas performé ou les gens étaient pas réceptifs ou finalement mon message ne passe plus. Ce que je peux apporter n'atteint plus un public pour les aider à s'épanouir. Là, en interne, je pense qu'effectivement, je me poserai des questions sur une possibilité de suite ou ou un virage professionnel. Ce qui est quand même un plan B dans ma tête, de me dire que finalement, aujourd'hui, je surfe un peu sur une vague du santé bien-être, qualité de vie au travail. Et cette vague, finalement, peut-être qu'un jour, elle s'estompera. Et je me vois un peu comme un surfeur. Alors, même si j'en ai pas du tout la dégaine, j'en ai pas les cheveux, encore moins les claquettes ou tout ce qui va avec. Mais ouais, je garde quand même en tête que tant que je m'épanouis, que je m'éclate, que je transmets, pour moi, en interne, mes objectifs, ils sont globalement atteints. Sur les facteurs externes, en tout cas, et que ça n'impacte pas aussi ma famille. Sur les facteurs externes, c'est que je continue finalement à avoir des contrats, des accroches,
continuer d'exister dans les prestataires pour lesquels je travaille actuellement, peut-être avec d'autres prestataires qui pourraient arriver derrière. Mais encore une fois, quand j'ai créé ma structure, quand j'ai créé Sport Mental Santé, pour le coup, j'ai défini mes objectifs, encore une fois, pas à la baisse, pas en me sous-estimant, mais en mettant un frein. Parce que moi, je suis quelqu'un d'engagé. Quand je fais les choses, je les fais pas à 100 ni à 200, je les fais à 500%, en tout cas. Comme dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, qui m'a aussi des fois amené bas dans mon physique et mon mental. Et du coup, j'avais cette réflexion de me dire, OK, l'auto-entreprise, c'est un plus pour moi pour m'épanouir. Je le prends dans ce sens-là. Qu'il y ait du gros chiffre d'affaires après ou qu'il y en ait réduit au minimum, c'est pas trop grave. Alors, je peux tenir ce discours parce que ma femme gagne très bien sa vie, parce que j'ai une retraite militaire. Donc, tout le monde ne peut pas tenir ce discours-là. Il y a des gens où il faut que les deux travaillent à hauteur assez importante. Moi, je peux avoir ce discours. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a aidé à me dire, bon, bah, si je fais une année pas blanche, mais une année avec très peu de contrats, c'est pas grave, il y aura déjà des contrats, ça sera très bien. Voilà, c'est plutôt ça mon facteur externe, c'est que il y a quand même une continuité d'année en année. Je prévois pas, j'ai pas de budget d'année en année, j'ai pas de quota à atteindre, j'ai pas de plafond à péter en tout cas. Et finalement, bah, je m'aperçois que sans faire de la com, on parlera de la communication tout à l'heure, mais ça vient, et j'ai cette chance encore une fois de me dire finalement, bah mes inters permettent de rayonner, permettent de tisser le réseau, et à partir de là, bah, j'ai pas l'effort de communication, l'effort administratif à faire parce que ça vient vers moi. Ça veut pas dire que j'accepte tous mes contrats parce que effectivement j'en refuse. D'ailleurs là sur le mois de juin, j'en ai refusé beaucoup parce qu'il y a un moment, bah, la vie familiale fait que ma femme avait une année professionnelle hyper dense, avec 2 examens de carrière importants, l'habilitation à diriger des recherches et l'agrégation pour être professeur. Ben, on a mis mon auto-entreprise un peu en parenthèse sur les premiers mois de l'année. Et du coup, bah, j'ai refusé des contrats. Voilà. Donc, moi, les facteurs internes, je l'ai dit, hein, c'est mon épanouissement. Et les facteurs externes, qui est un roulement, une continuité de mes contrats, en tout cas. Ouais, mais c'est d'autant plus intéressant. Il y a quelques années, j'avais lancé, puis je le fais dans les entreprises, un programme que j'appelle Évolution. Et c'est pour dire, on a il y a plein de gens qui échouent même dans ce qu'ils n'apprécient pas. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est beaucoup de personnes. Il y a plein de gens qui subissent et qui, dans ce qu'ils subissent, échouent quand même. Et donc, ma part est de dire, bah ouais, mais ok, est-ce qu'on peut quand même pas tenter un truc qu'on kiffe? Et bien sûr, l'idéal n'existe pas, mais faire de son mieux et aller dans une direction qui nous plaît, ça peut être intéressant. Et c'est ce que j'entends avec, bien sûr, bah, des hivers. Hein, si à un moment donné, ton enjeu interne, qui est celui de ta famille, il prédomine par rapport à l'enjeu externe de devoir prendre des commandes, et tu dis que tu as la chance de le faire. Oui, c'est un état de fait. Mais tu sais, il y a tellement de gens qui ont les capacités de le faire et qui ne tiennent pas compte de ça, de ce facteur humain. Donc, on peut aussi échouer dans ce qu'on subit. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est ce que tu dis, et tu parlais de top, technique d'optimisation du potentiel. C'est ce qu'on appelle aussi jouer sur ce qui est maîtrisable et non maîtrisable. Et pour le coup, c'est ce que je dis souvent en entreprise aux gens. Quand vous avez encore le choix de bouger les choses, faites-le, parce que vous avez des diplômes, des formations, des compétences, et que votre boulot aujourd'hui ne vous plaît pas. Eh ben oui, prenez votre courage à deux mains et changez d'horizon. Parce que le jour où vous aurez plus ce choix, qu'on vous dira bah, c'est assis ici et plus bouger jusqu'à la retraite, c'est trop tard. On peut plus rien faire. Donc en fait, je sais que c'est pas simple de changer de virage dans la vie. Je l'ai vécu et je le revivrai peut-être, parce que j'amène un plan B en tout cas. Mais des fois aussi, l'opportunité, ça se pousse, je cherche un mot, mais ça. Crée, quoi. Ouais. Exactement, faut aller le chercher. L'audace aussi amène aussi les opportunités. Donc c'est le moment, il faut y aller, il faut le faire, il faut prendre son courage à deux mains et aller de l'avant. Merci beaucoup. Bah, du coup, ça me permet de passer à la deuxième question, parce que quand tu parles de tes clients, nous, dans la norme, on va appeler ce qu'on appelle les parties intéressées, c'est-à-dire toutes les personnes avec qui toi tu gravites, qu'elles soient dans ta famille, dans tes amis, mais que tu inclus par défaut
dans et qui ont une part dans ton organisation, dans ton auto-entreprise. Et donc toi, comment est-ce que tu détermines, tu as dit tu exclus des contrats, etc. Comment est-ce que tu choisis, tu détermines ces parties intéressées, on va appeler ça comme ça. Et puis surtout, comment, au regard de tes exigences, de leurs exigences, de l'exigence du contexte, hein, comment est-ce que tu surveilles ces parties intéressées, t'en prends soin, tu évalues éventuellement leurs besoins et éventuellement tu révises euh, tes choix. Je vais appeler de politique de l'entreprise, c'est-à-dire tes choix en fait. Quel contrat tu prends, qu'est-ce qui, tu vois, comment tu choisis les personnes Alors encore une fois, alors déjà tu parlais de personnes qui pourraient être inclus dans mon auto-entreprise, même si elles en font pas partie, parce que je suis tout seul à faire tourner ma boîte. Mais je travaille pour des prestataires. Donc tout à l'heure, tu as parlé de Gaïa et de EOS Concept, hein, pour la cité, à qui d'ailleurs on dit bonjour. Je te devance, hein, mais bon, on y pense. Moi, il y a quelqu'un qui a été aussi un gros soutien et qui fait toujours partie finalement de ma bulle, c'est Sébastien Dupont, que tu connais, de Canopé Formation, ouais. Puisque je suis prestataire aussi pour Seb. Mais Sébastien, on se connaît depuis l'âge de 11 ans. Et on a fait toute notre scolarité ensemble. Donc on était assis à l'école ensemble, on était au hand ensemble les week-ends, les mercredis ensemble. Quand il a passé son concours pour rentrer à l'armée, lui il a pris l'armée de l'air, moi j'ai pris l'armée de terre. On a fait notre carrière en parallèle. Et quand lui il a rebasculé dans le civil, c'est lui qui m'a formé au top. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est venu chercher le potentiel qui était en moi finalement. J'en avais pas totalement conscience, mais lui m'en a fait prendre conscience et confiance pour le coup. Et Sébastien aujourd'hui, c'est un peu mon mentor, c'est mon exemple et il fait vraiment partie de ma sphère. Je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, beaucoup de ce qu'il crée, de ce qu'il met en place et du coup Sébastien m'aide à avoir cette part plus entreprise. Comment l'entreprise réfléchit, comment le prestataire peut aborder tel ou tel client. Et du coup, moi, à partir de là, je sélectionne pas finalement, parce que j'aime pas ce mot sélectionner. Ça voudrait dire qu'il y a une concurrence, ça voudrait dire que c'est un peu le choix du roi finalement. Et cette histoire de royauté me plaît pas trop. Mais plutôt, c'est par rapport à mon agenda. Bon là, j'ai refusé, pour donner un exemple, j'ai refusé 3 contrats chez le journal L'Équipe, qui me tenait hyper à cœur parce que eux ont fait la demande à ce que ça soit moi qui intervienne à nouveau, parce que je suis déjà intervenu pour eux en octobre, donc ça avait super cartonné. Puis moi, le rêve de gosse, quoi, en étant dans un milieu qui parle de sport, qui touche les sportifs. Donc j'avais mis mon cœur là-dedans pour le coup, et ils sont revenus vers moi. Sauf que ça tombe que j'ai déjà des interventions de Calais. Je serai aussi en formation puisque je suis technicien PNL, je me forme à la PNL aussi, et du coup ça tombe en plein dedans. Donc quand je dis j'ai refusé, finalement, c'est parce que j'ai pas le choix, j'ai mon agenda qui peut pas se rallonger, je peux pas pousser les murs. Donc voilà, moi je sélectionne plutôt mes entreprises. Voilà, j'y vais au cœur en fait finalement. Alors quand je peux par l'agenda, et j'y vais au cœur et au défi finalement qu'on me propose. Voilà, là il y a une entreprise, c'est 50 personnes. 50 personnes, c'est challenge, quoi. C'est ok. Moi ça me booste un peu. J'ai bossé pour l'Opéra de Paris au mois de janvier, il y avait 250 personnes tout seul sur l'estrade. Bon, et voilà. Et du coup, c'est un peu, encore une fois, c'est le sportif qui reprend l'arme, la compétition finalement, de se dire. Et puis c'est un peu mon jardin secret, pas parce que finalement, j'ai mon quotidien familial, mais à côté, j'ai besoin aussi de m'épanouir dans mon boulot et ça passe par ces défis, par ces aventures. Et du coup, je suis à l'écoute des entreprises. Et à partir de là, le contact que j'ai, ça me permet de dire oui, là, je le sens. Et il y a des fois, il y a des entreprises, on ne le sent pas parce que tu parlais de cadre tout à l'heure. Et quand il y a trop de cadres, et pas que moi, mais on a tendance à se sentir étouffé finalement. Et c'est un peu la remarque qu'on m'a fait en sortant de l'armée, dans mes formations civiles. Va falloir t'arrondir, bonhomme. T'es trop carré. Alors, toute ma carrière militaire, on m'a souvent dit que j'étais un militaire trop militaire. Ce qui n'avait pas forcément de sens pour moi quand même. De me dire ça, c'était waouh, je comprends pas. Par contre, c'est vrai qu'en revenant dans le civil, moi je m'étais dit bon, effectivement, il y a des cadres, il y a des ça, je le savais, j'avais déjà travaillé avant d'être militaire. Et finalement, je me suis aperçu que ce cadre, on m'a plutôt dit arrondis-le. Et c'est comme ça que je procède finalement aujourd'hui. Je suis souple.
et je rebondis. S'il y a besoin de répondre à un besoin particulier, ok, je prends en compte l'entreprise et je réponds favorablement si moi je le sens en tout cas. Yes, c'est très clair. Il y a plein de trucs qui pop dans ma tête, mais je vois qu'on a déjà fait une demi-heure. J'essaie d'avancer. Juste pour le petit truc, pour ceux qui vont voir la vidéo et qui sont intéressés à comment envisager un contexte, comment envisager des parties intéressées, on dit. Il y a un outil qui est assez sympa qui s'appelle le PESTEL. Donc, c'est des acronymes politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Et donc, des fois, quand on se pose juste ces questions-là, voilà, hein, c'est 6 questions qu'on se pose en disant c'est quoi le contexte? Si je me mets à un endroit, est-ce que la mairie, elle est favorable à ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre techno qui est là, c'est-à-dire une même boîte qui fait la même chose? Moi, par exemple, là, aujourd'hui, je suis dans un petit village qui fait 280 habitants. Bon, avant, j'étais à Biarritz. Le pouvoir d'achat, c'est absolument pas du tout le même. Donc, au niveau social, au niveau potentiel économique, tout ça, ça se pose, en fait. Il faut revoir ces choses-là. Et donc, voilà, je donne l'info comme ça, on peut choisir. Juste, je te rebondis dessus. Moi, là où j'habite, je suis à un hameau de 20 maisons. C'est vrai, on en est parlé. Donc, j'habite entre Dourdan et Étampes dans l'Essonne, pour ceux qui connaissent, dans le 91, mais j'ai un hameau de 20 maisons. Aujourd'hui, j'arrive à coacher des gens à 800 mètres autour de chez moi. Voilà. Donc, j'ai étudié le bassin d'emploi quand je suis arrivé. Forcément, je me suis dit, à un hameau de 20 maisons, je vais voir un peu plus large. Donc, j'ai élargi. Aussi en mettant des barrières quand même pour pas non plus traverser toute la France pour faire 1 heure de coaching. Mais aujourd'hui, c'est un objectif qui est complètement atteint pour moi finalement, d'aller avoir pratiquement mon voisin que j'arrive à coacher. D'ailleurs, j'ai eu mon voisin en judo, en préparation mentale, en top, donc pour le coup. Donc ça fait partie des choses quand on se déplace à étudier le bassin d'emploi. Regarder l'offre, la demande, ce qu'il y a besoin, le rapporter le petit plus, et ça fera l'objet des prochaines questions sur les formations, le petit plus qui fera la différence. Et après, on est tous sur la même ligne, c'est ce que tu mettras toi en plus qui fera que tu feras la différence. Oui, et puis dans les métiers que tu considères, bon, évidemment, il y a la performance sportive, mais je pense qu'en Qigong comme en trail, si celui qui t'accompagne, en fait, humainement, ça passe pas, tu vois, c'est comme des entraîneurs, j'imagine, dans les grands sportifs. Tu peux pas détester ton entraîneur et être ultra performant. Enfin, en tout cas, c'est pas viable sur la longueur. Alors qu'en fait, malheureusement, hein, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Les relations humaines sont à la masse et pourtant, mais à côté, tu dis, je suis mal payé, je suis pas reconnu par ma boîte, mais heureusement, on se marre bien avec mon voisin de table. Et ça, d'ailleurs, on le voit bien. Hein, il y a plein de gens qui vont assumer tout un tas de situations inacceptables, mais il y a Corinne, il y a Michel, il y a machin qui va, on tient avec ça, quoi. Et du coup, ça me ramène à la question notamment de l'engagement et du leadership dont on a parlé tout à l'heure. Donc de l'engagement, clairement en tant que militaire, je ne vois même pas comment on peut le remettre en question, mais toi en tant que fondateur de Sport Mental Santé, alors tu l'as dit, hein, tu es à ton compte, donc tu es tout seul. Mais comment, au regard de tes prises de décision, au regard de tes clients ou des gens qui voudraient travailler avec toi, comment est-ce que tu démontres ton leadership, ton engagement politique, ta politique en fait, et comment tu t'assures que cette politique, elle est compatible avec ce contexte. Donc tu as parlé de plan B tout à l'heure, mais en gros, est-ce que tu as quelque chose qui te permet d'orienter stratégiquement tes prises de décision et tes engagements sur une année, par exemple, tu vois? Alors, c'est souvent un peu ce qu'on me propose. Ouais, une boussole, j'en ai une sur le bras. Hein. Non, c'est souvent un petit peu. Alors, c'est pas un reproche, mais c'est souvent ce qu'on soulignerait chez moi, c'est l'exigence. Je m'attache au quotidien à être exemplaire. Exemplaire, justement, pour quand on fait passer un message à quelqu'un, on dit toujours, on va pas dire que le chef sait, le chef fait et le chef fait faire. Chef, entre guillemets, le manager, le patron, le supérieur hiérarchique. Donc moi, si demain j'ai pas cette rigueur, cette exigence, cette exemplarité envers moi, je peux pas être un leader. C'est pas possible parce que le leader, c'est mener. Et si par exemple moi je cours, mes bonhommes derrière ils vont marcher. Si moi je marche, eux ils vont être à 4 pattes. Et si moi je suis à 4 pattes, eux ils vont ramper. C'est une image, certes, mais c'est tellement vrai. Je pense que ceux qui regarderont cette vidéo transposeront ça dans leur milieu professionnel
Imaginez qu'on a un boss qu'on voit pas toute sa journée, qui est dans son bureau, et ça existe malheureusement. Mais quel exemple il donne quand il dit bah ouais, faut se bouger, il faut être à fond, il faut monter les escaliers. Ça n'a pas de sens. Donc moi, cette exigence, elle est hyper importante. C'est souvent aussi trop pour le coup, mais je m'attache à ça, cette exemplarité, et du coup, je pense par mon expérience militaire que cette exemplarité permet finalement d'avoir une crédibilité et d'être suivi en tant que leader, et donc que notre message est plus facile à transmettre parce que on se dit bah oui, finalement on est tous les mêmes et le chef il sait, et quand il me demande, lui il est capable de le faire. Et quand on définit un objectif, on dit souvent être capable de, et c'est bien pour ça que je me dis d'abord faut que je sois capable de moi pour pouvoir demander aux autres de le faire en tout cas, quoi. Ce que j'apprécie, donc tu parles d'exemplarité, et je vais me permettre, c'est pas une digression, mais plutôt affiner ce terme-là, parce que très souvent, en tout cas, dans la manière dont moi je l'entends très régulièrement, dans le rapport à l'exemplarité, c'est comme connoté de parfait, au top, etc. Moi, il y a mon côté qui me dit l'exemplarité, la nature est exemplaire. Je veux dire, pourquoi je fais du biomimétisme? Parce que la nature, depuis des millions d'années, c'est le système le plus performant. Ça fait des millions d'années qui s'améliore. Tu peux pas faire mieux que la nature. On peut en prendre comme référence. Et d'ailleurs, tu as parlé de Sébastien tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes que on regarde et qui nous inspirent, au sens même étymologique, qui mettent de l'esprit dans notre matière, et on avance. Et donc la nature, moi, je m'en sers beaucoup parce que c'est le meilleur moyen. La nature est un exemple. Mais dans la nature, il y a un hiver et il y a un été. Il y a un printemps et il y a un automne. Et donc, très souvent dans l'exemplarité, ça ne veut pas dire être tout le temps en été. En tout cas, c'est mon rapport là. Mais on est humain, et donc on est vivant, et donc on a des cycles. Et donc être exemplaire, quand on a eu une journée dure, difficile, etc., on sera peut-être au top de notre exemplarité, mais avec le contexte extérieur et tout ce qui s'est passé. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir que, voilà, il y a un rapport très empathique avec le fait de dire je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, et c'est en ça que je suis exemplaire. Et je trouve ça cool que tu puisses le dire, parce que, effectivement, toi, tu as fait 20 ans d'armée. Moi, j'en ai même pas fait une minute. Et pourtant, ce rapport à l'exemplarité, c'est de faire de son mieux toujours. C'est peut-être quelque chose qui. Alors, bien sûr, pas dans la performance, parce que j'arriverai pas à te suivre. Et que si tu es debout, moi, je serais déjà en train de ramper, même pas à quatre pattes. Mais effectivement, intérieurement, humainement, faire de son mieux. Et puis, on est faillible, savoir reconnaître ses erreurs. Et puis, même dans une entreprise, prendre des contrats qu'on n'aurait pas dû. On a parlé la dernière fois, comment on fixe nos tarifs. Pour moi, c'est quelque chose, je continue d'apprendre, mais j'ai du mal. Voilà, mais toujours faire de son mieux. Je ne sais pas si ça te parle dans ce rapport à l'exemplarité. Si, tout à fait. Alors, il y a l'acceptation aussi des temps faibles et des temps forts. On en parle, c'est de comprendre déjà que notre rythme chronobiologique, notre rythme interne est calé sur des temps forts et des temps faibles. On est en veille, en éveil, on dort et on est actif. Mais aussi, comme tu dis, on peut pas rester au top. C'est comme le stress. En fait, finalement, c'est un stress. Quand on est en hyper stress, cette courbe qu'on peut retrouver finalement, ou la motivation finalement, il faut un moment que ça chute pour pouvoir rebondir. D'accord. En sport, c'est ce qu'on appellerait le phénomène de surcompensation. En préparation mentale ou en développement personnel, c'est ce qu'on appelle aussi la résilience, la capacité de rebondir quand on a connu un échec, un temps faible en tout cas. Donc, l'acceptation, en tout cas, c'est hyper important. La résilience aussi. Et il faut pas croire qu'en entreprise, toutes les inters se passent hyper bien. Il faut avoir aussi cette capacité à un moment de se dire, OK, là, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire passer? Pourquoi c'est pas passé? Alors il y a des fois ça nous incombe pas, il y a des fois oui on s'est loupé, et j'en ai vécu clairement. Et il faut avoir cette force de se dire on n'est pas des robots, même si pendant 20 ans on m'a demandé de l'être. On reste que des humains, comme tu dis, comme la nature. La nature, à un moment, son cycle il prend fin. Les fleurs, elles meurent, les animaux, ils décèdent. Et nous, si on a envie aussi de se préserver, si on reste trop longtemps perché dans cette motivation, dans cette hyper stress, ça aura de l'impact sur nous en tout cas. Et moi, je parle toujours de générosité bien ordonnée commence par soi-même. En fait, il faut d'abord prendre soin de soi pour être capable de rayonner autour de soi dans les 4 sphères professionnelles, personnelles, familiales, sportif, loisirs, détente. Voilà. Ouais, carrément. Et ça me permet de
de rebondir sur ça, ses points forts et ses points faibles. Est-ce que toi, tu as des outils ou des manières, je ne vais pas dire outils, mais des manières ou des process, comment tu fonctionnes par rapport justement à ce qu'on appellerait risques et opportunités? C'est-à-dire comment tu peux les identifier? Est-ce que tu arrives à les identifier? Alors, Est-ce que tu peux planifier des actions, par exemple? J'en donne une, hein, mais désolé, moi c'est très pragmatique pour vas-y. sortir de l'entreprise. Mais faut pas être très malin que si je regarde dehors et que les feuilles sont brunes et qu'elles commencent à tomber, c'est qu'on est dans l'automne ou qu'on y va bien. Et il faut pas être très malin non plus pour dire attends 2 mois et ça va être l'hiver. C'est-à-dire qu'il va faire encore plus froid. Bon, ce serait peut-être bien, si tu l'as pas encore fait, de rentrer du bois maintenant. C'est-à-dire, j'observe l'environnement de mon entreprise, l'environnement familial, l'environnement économique, etc. Et je me dis, tiens, là, après cette phase-là, naturellement, il y aura ça. Est-ce que toi, tu as ces indicateurs-là? Comment tu risques les opportunités? Alors, j'en ai, encore une fois, c'est défaut de formation. À mes 20 ans d'armée, j'ai été formé à tout ce qui est le renseignement et l'observation, pour le coup. Donc, j'ai développé des capacités d'analyse autour de moi qui me font défaut, hein, clairement aussi dans certains contextes. Mais quand j'arrive en entreprise, déjà, j'arrive toujours en avance. Ça, c'est vraiment. Je l'ai déjà vu, oui. Tu l'as déjà mesuré, effectivement. Pour le coup, ça me permet de sonder, de prendre la température, d'observer le comportement des gens. Celui qui va venir dire bonjour, celui qui va passer à côté, qui va ignorer et que tu vas retrouver en intervention juste après. D'observer celui qui va faire la blague, qui potentiellement va être un trouble fait pendant l'intervention, qu'il faudra peut-être recadrer gentiment. Donc ça, en fait, pour moi, c'est déjà un indicateur. C'est l'observation même. Et généralement, ça me fait pas. Je me gourre rarement. Et ça me permet, donc là, par contre, de cadrer. Finalement, on revient sur ce cadre gentiment, mais de remettre la personne en dire, OK, maintenant, c'est ici que ça se passe. Et c'est pour toi, en plus, c'est une offre que tu as la chance de pouvoir vivre. Donc, prends-en ce que tu as à prendre, en tout cas. Après, t'en fais ce que t'en veux, grand garçon, si tu veux. Après, effectivement, sur la partie de défaut, hein, c'est ça que tu parlais aussi, opportunités et défauts. Les risques et opportunités. Les risques. Okay. Les risques. À différencier du danger. Je fais la petite aparté et tu feras peut-être ton côté militaire, mais pour que les gens différencient le risque et le danger, accepter les risques, moi je dis, parce qu'en fait, ils sont là. Un risque, c'est un serpent mortel qui a 20 mètres. Ça, c'est un risque. Le danger, c'est quand il est à 1 mètre. Voilà. C'est ça l'idée de la chose. Alors, effectivement, après, encore une fois, au feeling, c'est le contact que tu peux avoir encore avec les gens, finalement, d'accepter de te dire, bon, OK, je sens que c'est un peu bancal, mais je vais quand même y aller. J'ai eu une inter, effectivement, pour donner un exemple, où dans la préparation, on s'est eu en visio 5, 6, 7, 8 fois, j'ai préparé un support, mais effectivement, je le sentais pas. Mais j'ai quand même voulu y aller parce qu'il y avait ce défi à relever. Et finalement, ça a été ma pire inter, ça a été la catastrophe. Ça a été, les gens n'ont pas adhéré, d'ailleurs, ils n'en avaient rien à faire ce jour-là. Donc, comme quoi, des fois, on peut pas bousculer les gens. Ouais. Donc, ouais, le risque, c'est que le risque, je l'ai pris et c'est que finalement, eux me reconduisent pas sur d'autres inters qui potentiellement auraient pu se faire, puisqu'ils avaient dans l'idée de faire une sonde, de voir comment les gens étaient réceptifs et derrière, après, de développer l'outil. Ça s'est pas fait parce que les retours n'ont pas été bons. D'ailleurs, il n'y a pas eu de retour parce qu'ils sont tous disparus à la fin de l'inter. D'ailleurs, c'est une inter que j'ai hyper mal vécue. Il a fallu que je me remette, pas en question, mais il a fallu que j'accepte pour le coup. Sébastien Dupont a été d'ailleurs encore une fois un très bon conseiller et une bonne écoute ce jour-là. Donc ouais, les risques. Après, en fait, c'est un peu comme tout hein, dans la vie. Comme tu prends cet exemple risque et danger. Est-ce que finalement, quand il est à 20 mètres, mon risque, est-ce que je prends encore plus de risques pour m'exposer à ce danger en m'en rapprochant ou en passant à côté? Après, c'est comme on dit, à ces risques et périls. Moi, maintenant, j'engage pas grand-chose. J'ai pas un contrat et je vais pas non plus en faire la mort. Je joue pas des chiffres à coups de milliers d'euros non plus. Je suis pas dans ces sphères-là. Voilà, en tout cas, les risques, je les prendrai, mais ils seront toujours mesurés, en tout cas. Et toujours en ayant en tête que d'abord, la priorité, c'est de pas engager la famille, quoi, clairement. Oui, puisque ça fait partie de tes enjeux internes fondamentaux. Ouais. Okay. Mais ça, c'est toujours important de s'en rappeler. Par exemple, ce que tu viens de dire paraît tellement anodin
mais tellement puissant, c'est-à-dire toujours se rappeler à sa boussole. C'est-à-dire quels sont les enjeux forts et mes besoins personnels au regard des risques et des opportunités que je crois prendre. Parce que des fois, l'opportunité un peu égotique au regard d'un contrat, d'une valorisation, et tu l'as très bien dit avec l'équipe, en fait, ça peut être au détriment d'un pilier fort qu'on a mis de côté temporairement ou qu'on oublie par, je pense. Enthousiasme. Alors, par enthousiasme, par excès de confiance, par appât du gain, par carence affective aussi, de reconnaissance. Il y a plein de raisons qui font qu'à un moment donné, on prend des décisions pour plaire. Enfin, il y a des enjeux très humains qui se mettent en place et on en oublie, en fait, mais qui sont mes piliers? Ça, je le dis, il y a dans pas longtemps, je ne vais pas citer leur nom, mais j'interviens dans une grosse entreprise française et pour soutenir leurs commerciaux. Et parmi ça, on va faire le jeu du blason. Et dans le blason, c'est une coupe, en fait. Et dans cette coupe-là, enfin, un vrai blason, tu vois, une enseigne. Et il y a deux côtés comme dans une coupe. Et on dit, mais qui te soutient? Qui te porte? Et très souvent, on peut être porté par sa famille, machin. Et puis, quand on prend des décisions, on les écarte. On se fiche des conséquences au sens respect. Respect, étymologiquement, respectare. C'est-à-dire regarder en arrière. Je fais quelque chose et je regarde le sillon que ça a fait. Et on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Bah, c'est sûr que quand toi tu fais un truc bien, mais qu'en fait tu regardes derrière et ça a nuit à 20 personnes, bon, faut pas que ça se reproduise trop souvent, quoi. C'est clair. Et du coup, je rebondis sur ça puisqu'on parle de ces ressources. Comment toi, tu identifies les ressources dans ton entreprise? Et je le donne, donc pour l'amélioration, par exemple, de sport mental santé. Et très souvent, je rappelle à quelque chose qu'on appelle, c'est un outil encore, qui s'appelle Ishikawa et qu'on appelle les 9 M. Donc dans les ressources, il n'y a pas, évidemment, il y a les ressources humaines, donc ce qu'on appelle la main-d'œuvre, le personnel humain, quoi. Il y a le matériel, donc les équipements. Il y a la matière, c'est-à-dire ce que tu vas mettre en input de ton process, par exemple. Il y a le milieu, il y a les méthodes et il y a les mesures. Donc ça en fait 6. Et après, on en rajoute 3 souvent qui dit tout ça, il faut le maintenir. Si c'est des humains, il y a du management, c'est pour se garder le M. Et puis, à un moment donné, il ne faut pas l'oublier, il y a la monnaie. Voilà. Donc, on appelle ça au 9M. Comment toi, est-ce que tu appréhendes, je vais dire ces 9M, comment tu appréhendes ces ressources? Eh ben, écoute, j'adore cette question parce que pour le coup, moi, j'aurais envie de te dire, suffis-toi de pas grand-chose. Soit en technique d'optimisation du potentiel, on parle souvent de la prise de conscience de la respiration. Écoute-toi respirer. Et pendant que tu t'écoutes respirer, finalement, tu es là dans l'instant présent. Et donc, finalement, tu n'as pas besoin de tout ce superflu que tu peux avoir autour de toi. Donc, le téléphone, les écrans, les ordinateurs. Alors, des choses qui permettent au développement et on en a besoin. Et voilà. Sauf qu'à un moment, il y a cette déconnexion qui est importante. Mais quand tu t'habitues, quand tu apprends dans un sens comme dans un autre, à pas avoir grand-chose, mais à vivre, à survivre, à être là avec rien, et ce que j'ai connu pendant ma carrière militaire ou ce que j'ai connu avec mon association en partant de rien non plus, pour le coup, tu arrives à te satisfaire finalement du peu, de pas grand-chose. Moi, quand je donne un exemple aux gens, tu pars courir, t'écoutes ta musique, tu me dis, ouais, je suis hyper motivé, j'ai la musique à bloc, cette musique, elle me parle. Ouais, sauf que tu dépends de cette musique. Finalement, c'est ta musique qui fait que tu es motivé. En gros, pour grossir le truc. Sauf que si ta musique, elle se coupe pour X raison, tu n'as plus de piles, plus de batterie, c'est cassé, il pleut, ça a mouillé, tout ça, qu'est-ce que tu deviens? Par exemple, sur une course, tu fais quoi? T'arrêtes, tu rentres à la maison? Non. Maintenant, si tu prends des choses qui sont gratos, comme t'écouter respirer, comme t'amener une image mentale, une image de détente que tu t'es constitué toi-même finalement, ça, personne ne te le prendra parce qu'on va pas te prendre ta respiration, on va pas te prendre ce que tu t'es mis dans la tête finalement. Là, c'est là ta richesse. Et tes ressources, finalement, c'est ça. Moi, avec Sport Mental Santé, j'ai pratiquement rien comme matos. J'arrive, j'ai mon ordinateur avec mes supports que j'amène, théoriques. Voilà, ça s'arrête à ça. Et à partir de là, les outils, c'est les gens. C'est les gens qui vont se les constituer. C'est la respiration, c'est la relaxation, c'est les expériences passées, c'est alors on va parler de biais cognitifs, c'est leurs croyances, c'est leur développement, c'est leur environnement familial. Et tout ça, ça va leur constituer finalement une boîte magique, j'ai envie de dire,
Et pour moi, sport mental santé, j'avance comme ça finalement. Je veux pas rentrer dans des millions de matériel, dans des millions de ressources qui finalement à un moment seront peut-être trop pénalisants pour moi en tout cas. Wow, j'ai rien à rajouter. Je dirais merci. J'aurais dit exactement la même chose. Et même, tu le dis bien mieux que ce que je pourrais l'exprimer. Et je trouve ça très intéressant, d'autant plus que, ouais, je rajoute, hein, c'est gratuit et on peut pas te l'enlever. Ouais. Et c'est fondamental. Du coup, bah, ça me permet. Je vais illustrer ce propos-là pour passer à la deuxième question. Un jour, je suis dans une entreprise où je m'étais mis un peu la presse parce que le contrat avait, selon moi, de l'importance, parce que l'entreprise en avait à mes yeux. Grosse entreprise française, réputée, peu importe ce qu'on en pense, une réputation, c'est une réputation. Comme disait, je ne sais plus qui, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, mais parlez-en, ça veut dire, là où va ton attention, va ton chi, ça veut dire que ce soit bon ou mal, tant qu'on te donne de la considération en tant qu'animal social, et malheureusement, eh bien, par exemple, je prends quelque chose un peu dur, mais par exemple, quelqu'un qui se fait battre dans son couple va toujours trouver plein d'excuses à l'autre. Pourtant, il est battu. Ben, parce qu'en fait, tant que je suis battu, je suis vivant. J'ai l'énergie de quelqu'un, j'ai la considération. Le pire, hein, dans une société comme la nôtre, c'est de ne pas être considéré, de ne pas avoir d'attention. Et d'ailleurs, les enfants, tu parlais de ton enfant tout à l'heure, un enfant grandit avec papa, regarde, maman, regarde, papa, regarde. Mais parce qu'il se nourrit de notre attention. L'amour, c'est de l'attention, c'est de la générosité, comme tu parles. C'est du don, c'est de la présence, ce qui est exactement la respiration. Et donc, j'arrive dans cette entreprise, et moi, dans ma tête, déjà, j'avais fait un déroulé sur mon ordi, des slides, un truc chiadé. J'arrive, et en fait, ils n'avaient pas la connectique pour l'ordinateur. Donc, déjà, c'est pour rebondir, effectivement, si moi-même, je m'appuie sur ma présentation, je m'appuie sur un ordinateur, sur de l'électricité, sur un truc que j'ai pas, je fais quoi? Et ça mène du coup à la deuxième question, enfin à l'autre question, c'est les compétences. Parce que comment tu construis tes compétences sans tous ces artifices? Juste toi et l'interaction. Et donc ma question c'est comment est-ce que toi, tu détermines les compétences qui sont nécessaires pour que sous ton contrôle, le travail soit bien fait et qu'il soit à la hauteur de tes engagements à toi. Ou alors, quand tu travailles avec quelqu'un, comment tu évalues et tu détermines ces compétences-là? Alors déjà, c'est l'adaptation. Ça, c'est la base et ça a toujours été la base de ma carrière militaire finalement. L'armée a été vraiment fondateur chez moi, c'est clair. À 20 ans, hein. Nous, on s'est toujours adapté et on avait souvent peu de moyens. Ma dernière opération au Mali, ça a été vraiment ça, pendant 6 mois et demi. Donc du coup, quand j'arrive dans une entreprise et l'exemple que tu viens de citer, ça m'arrive souvent. Et donc du coup, je me suis fait coincer une fois, à me dire bah ouais, je dépends de mon support et puis ça va bien se passer. Et puis sauf que le jour où le support on peut pas le diffuser, le jour où ça fonctionne pas finalement, bah t'es coincé. Donc être capable de s'adapter. Donc j'ai toujours des plans A, B, C et D. Et cette compétence, elle est hyper importante. Après, c'est une compétence que j'essaie de faire développer avec des gens quand je bosse avec des personnes parce que c'est mon expérience que je leur ramène en leur disant prends en compte que peut-être l'ordinateur ne marche pas. Prends en compte que finalement, il n'y aura pas de vidéoprojecteur pour diffuser ton support. Prends en compte que finalement, tu vas te retrouver peut-être pas dans une salle, mais en extérieur, avec des bruits extérieurs. Parce que j'ai vécu, encore une fois, cette semaine en intervention. Donc, cette adaptation, elle est hyper importante. Et encore une fois, y être à l'écoute de son environnement. Quand j'arrive quelque part, j'observe les lieux. Encore une fois, j'ai observé les personnes, mais j'observe aussi les lieux en me projetant, en me disant, bah, finalement, moi, j'avais prévu, je vais donner un exemple, de faire une relaxation, mais finalement, cette relaxation, je vais l'amener par un éveil sensoriel, parce que les gens travaillent dans un environnement qui est riche. Il y a un arbre, il y a une petite rivière, enfin, je grossis le truc. Et finalement, si je les aide à développer leur sens, bah, ils vont être plus dans l'attention. Puis après, petit à petit, on pourra ramener de la concentration et faire ce travail de mémoire pour le coup. Donc, ouais, j'adapte constamment. Et alors, je rebondis, mais ok, là, c'est le critère que toi, tu trouves intéressant par rapport aux compétences. Alors, du coup, je ne vais pas parler de toi, mais si tu dois travailler avec quelqu'un, tu as parlé de Sébastien, éventuellement moi, si on taffe ensemble, ou d'autres personnes, comment toi, tu évalues
cette adaptation chez ton partenaire? Alors moi, c'est la complémentarité. Okay. Le feeling, la complémentarité. Tu vois, nous, on s'est rencontrés. Moi, j'ai l'image de toi au Pays Basque au mois de janvier où je te regarde en train de faire ton inter et moi, je suis la bouche ouverte et je suis en admiration devant ton inter, quoi. Punaise, mais ce mec-là, mais je rêverais de bosser avec, quoi. Voilà. Et parce que j'ai senti que tu avais des choses rien qu'à t'écouter, j'en ai appris. Et tu donnais l'envie d'en savoir plus sur toi et cette complémentarité qu'on pourrait avoir à travailler, c'est par le feeling. Tu es quelqu'un de simple. Je voulais le dire en la fin, d'ailleurs, que t'es un bon mec, ça se sent, tu es un bon bonhomme, tu en rayonnes. Seb, c'est pareil. Il y a des gens comme ça où on sent qu'on va être complémentaires. Leurs points forts seront tes points améliorés et à l'inverse aussi. Nous, Seb, on est fort de nos plus de 30 ans d'amitié, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Nous, on se connaît que depuis peu, mais tu as vu, on s'est vu sur l'Inter il y a 15 jours. Voilà, les groupes, ça a passé, ça a matché. On s'était dit avant, bah tiens, moi je vais faire ça, bah ouais, moi je vais rebondir sur ça, sur toi et tout ça. Et ça s'est fait naturellement finalement. Et c'est ce naturel, cette complémentarité que je vais mesurer un peu comme la première image finalement que tu as de quelqu'un, ce biais cognitif que tu as, quoi. C'est peu importe ce qu'elle fera derrière, mais si sa première image elle est bonne, ça sera quelqu'un de bien et derrière, ok, bah ça va matcher. Moi généralement je me trompe pas trop là-dessus. Quand je dis ça passe pas avec quelqu'un, ça passe pas. Quand je dis ce mec-là il est top, globalement ça donne des moments comme là on est en train d'échanger, quoi. Ouais. Je te remercie beaucoup, c'est très agréable d'entendre ça. Je retourne le truc à 200%, sinon je t'aurais jamais proposé ça d'ailleurs. Et je retiens, moi ça m'a interpellé aussi. Moi c'est l'observation qui m'a interpellé, notamment la dernière fois. Et là tu viens de le redire, juste la question d'avant, toute cette phase d'observation où tu poses les choses. Ça, tu vois, petit à petit j'y repense de temps en temps parce que c'est un truc que je fais pas. Je le fais sur le moment, mais je le fais pas en amont. Alors que paradoxalement, des fois j'en parle. Donc j'ai encore à apprendre de ça. Moi, je me rappelle ton intervention, pareil, une pêche, une énergie où je vois que j'aurais dans ce rapport, des fois je me conforte un peu dans le biomimétisme en me disant, bon, quand t'as l'été après, t'as l'automne. Donc tu vois, ça m'autorise à aller des fois dans des descentes où en fait, toi, par ton histoire de militaire, etc., non, vas-y Nico, tu peux pousser un peu plus en fait. Et après, tu te relâcheras. Et donc ce truc-là, voilà, j'ai encore à l'apprendre de ta part. Et puis là, tu vois, on en a parlé aussi, c'est ce rapport au plan B. Je sais que comme je suis plutôt dans ce rapport à la présence, les plans B, c'est pas des choses qui me viennent naturellement. Je dois encore développer. Mais par exemple, là, dans une intervention que je fais très bientôt, là, on doit faire du volleyball. Donc c'est le seul jeu de balle où on tape pas la balle. Et d'un coup, je me suis dit, mais s'il pleut. Et c'est pas fréquent que je pense comme ça. Donc je vois que par ces interviews aussi, on infuse et dans la compétence, j'ai toujours à apprendre des autres, d'où l'intelligence collective. Je pense que à deux, on réfléchit 3 fois plus que si on était tout seul, quoi. C'est ce que je te disais au tout début, cette addition de potentiel finalement qui fait qu'à un moment on va tous vers la performance commune et sur l'objectif collectif. Sur l'intervention de la semaine dernière, j'ai dit à une personne, anticiper c'est s'adapter c'est dominer c'est ne pas subir. En technique d'optimisation du potentiel, quand on travaille sur la programmation mentale de la réussite, on est dans l'anticipation des choses. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, on anticipe potentiellement quelque chose qui pourrait être stressant, qui pourrait être pénalisant. Mais l'effet de s'y préparer, on s'enlève déjà cette dose de stress, on est déjà dans une gestion de stress. Prévoir un plan B, un plan C et un plan D, on pourrait dire, mais non, mais t'es pas dans l'instant présent. Bah, si justement, je suis là et je me projette, c'est cette mémoire prospective finalement en me disant, bon, si par exemple à un moment il y a trop de stress, il y a trop de fatigue, il y a une perte de motivation, il n'y a pas le budget, il n'y a pas le contrat qui tombe, comment moi je rebondis? Parce que finalement, on doit continuer d'avancer. C'est un peu le parallèle avec la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a des moments où eux, ils ont des blocages et il faut quand même que leur journée elle se passe, il faut qu'ils avancent. Et c'est ce que je disais en ultra-trail par rapport à ma maman. Moi, j'étais bien en forme sur mes deux jambes et ma maman, elle continuait sa journée. Moi, j'étais en pleine forme, donc j'avais pas raison de me plaindre, même si des fois c'est dur, que ça fait mal.
Ma maman, elle avait beaucoup plus mal que ce que moi j'avais mal à ce moment-là. Et c'est Martin Luther King qui disait, j'ai cette phrase que j'ai souvent dans ma tête, si tu ne peux pas courir, marche, si tu ne peux pas marcher, rampe, mais quoi qu'il en soit, n'abandonne jamais, continue d'avancer. Et ça, c'est l'exemple que ma mère m'a montré tout au long de son combat contre la maladie. Et c'est l'exemple que j'ai, si demain il y a quelque chose qui se passe pas bien, continue d'avancer. Et c'est ce que je transmets aussi. Ouais, c'est très inspirant. Moi, je la connaissais pas celle-là, mais du coup, ça me fait toujours penser à ramper marcher. Moi, j'aime bien celle de. D'ailleurs, tu vois, je l'ai pas, mais en gros, si ça me revient après, mais c'est quoi? Ah ouais, c'est à Churchill, je crois qu'on lui demandait, c'est quoi l'échec? Et ou c'est quoi le fait d'échouer? Il disait, Et laisser tomber n'est pas l'échec est de rester là où on est tombé. ah, il y avait celui-là, mais ouais, alors peut-être que c'était pas lui, mais qui disait, non, on lui demandait la réussite, pardon, exactement. Et il disait, la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et ça m'a tellement marqué que du coup, je me suis appelé enthousiasmeur. En tout cas, c'est le petit côté com. Mais voilà, c'est ça, c'est ce truc, c'est la voie du judo qui, de toute façon, tu vas tomber. Apprends à te relever, de toute. Voilà. Et voilà, garder ça. Et apprends à tomber aussi, avant de te relever. Apprends à tomber aussi. Ouais. C'est ça qui va faire que. Mais du coup, tout à l'heure, tu parlais de planification, de ouais, je crois pas que ce soit antinomique avec le fait d'être dans la présence. Tu sais très bien que si à un moment donné, tu es dans la présence dans le printemps, faut pas être très malin pour savoir qu'il y aura l'été, l'automne et l'hiver. Donc, cette planification, elle y est par essence, c'est plutôt même malin d'y penser. Et toi, justement, comment est-ce que tu planifies? Comment est-ce que tu mets en œuvre? Comment est-ce que tu maîtrises, en tout cas, tant que faire se peut, tes processus, tes manières de faire dans ton entreprise, de répondre à tes clients, le temps entre les mails, les réponses. Enfin, comment tu fais pour toujours fournir quelque chose qui est à la hauteur d'une qualité qui te convienne et qui convient bien sûr à tes clients? Alors là, on va retomber dans l'exigence. Je m'attache et ça me rend dingue pour le coup. C'est une conversation aussi qu'on a eue avec Seb la semaine dernière. Moi, tu peux m'appeler à n'importe quel moment de la journée et globalement, le temps de réponse, il est immédiat s'il n'est pas dans les 10 minutes de réponse. Que ça soit appel, SMS, WhatsApp, mail, tout ce que tu veux. Et c'est même trop parce que ça veut dire que je suis trop connecté et ça veut dire qu'effectivement, ça prend trop de place. Donc, il a fallu ça aussi que je le réaménage pour le coup, que je le réadapte. Je peux pas dire j'ai des horaires de boulot 8h, 18h, le bureau il est ouvert et après je ferme. Mais je pars du principe que quand il y a une demande, il y a un besoin, il faut être capable d'y répondre rapidement. Et ça, c'est du dynamisme, c'est de la présence. Donc cette exigence, elle passe par ça. Sauf que quand ça nécessite une réponse de l'autre côté et que là ça tarde, moi ça me rend complètement dingue. Parce qu'il y a des fois, on va mettre, j'ai eu un exemple où j'ai fait de la formation en milieu prestataire médical et on devait démarrer la formation en octobre et finalement on l'a faite qu'en juin de l'année suivante parce que ça a traîné, parce que les mails, ils n'ont pas eu les réponses et moi ça me rendait complètement barge. Et quand on m'appelait, moi par contre dans la foulée, ils avaient besoin d'un support, ils l'avaient. Ouais, c'est mon exigence en fait, encore une fois, qui peut être hyper positive parce qu'effectivement, on a cette réactivité. On a souvent dit que j'étais proactif, notamment chez LNF, parce que j'ai développé pas mal de choses avec eux au début où ils se sont lancés. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi pénalisant parce que j'en attends aussi à hauteur de ce que moi j'engage derrière et c'est pas toujours le cas, surtout dans la société d'aujourd'hui. Moi, mon agenda, comme je le gère, c'est le premier qui m'appelle, j'enclenche le contrat. Et puis derrière, après, je vois ce qui reste finalement. Et puis j'essaie de surtout pas surcharger. Là, tu vois, on a eu un impératif, enfin un truc qui était pas prévu. J'ai mon chien qui s'est fait opérer parce qu'il a mangé une chaussette, le coquin. Voilà. Du coup, ça a décalé notre départ. On devait rentrer que hier. On rentrera que ce soir. Et tous mes coachings sont bousculés. Donc, je sais que je vais réaménager mon agenda pour répondre à ce besoin. Mais déjà, la semaine prochaine, c'est en train de se chevaucher. Et je sais que le moment, ça va prendre du temps à relisser tout ça. Mais je veux absolument répondre à tout le monde parce que c'est comme ça, je suis pro et on ne me changera pas finalement. Yes, ok, mais ça va très bien. Et d'ailleurs, pareil, je suis pro et on ne me changera pas. Donc il y a un rapport de performance aussi dans ce que j'entends. Cette performance, comment est-ce que tu la surveilles? Comment est-ce que tu la mesures éventuellement? Comment est-ce que tu l'analyses
pour toujours être, déjà, te respecter, parce que c'est primordial dans une entreprise de respecter ce qu'on fait, et ouais, de se dire, non, je fais pas n'importe quoi, ne serait-ce que contre. Il y a un adage en- de base en naturopathie qui dit primum non nocere. Normalement, il est valable dans toute la médecine. C'est avant tout, hop, là tu vois, j'ai pile poil un appel, avant tout ne pas nuire. Et donc, avant tout ne pas nuire et la performance, pour moi, ça va carrément de pair. Comment est-ce que tu surveilles ça, toi, cette performance Alors, que tu fournis régulièrement? en fait, c'est quand je commence à me noyer dans un verre d'eau, en fait. Quand je commence à voir qu'il y a une surcharge chez moi, où j'ai plus la tolérance d'acceptation de certaines choses, que je suis moins à l'écoute de mon environnement, c'est que là, effectivement, alors c'est que moi, je commence à être entamé. Et donc, du coup, quand je suis entamé, je suis plus du tout performant. Parce que cette capacité d'écoute, d'analyse, de pertinence, de recul, d'observation, elle n'y est plus. Toute ma carrière militaire, j'ai été formé à restituer en état de fatigue par les stages commando, par les exercices, les camps, les manœuvres, les opérations, avec très peu de sommeil, être capable d'être performant à tout instant finalement. Sauf que ça s'entraîne. C'est comme dormir aussi, on s'entraîne. C'est comme courir, on s'entraîne. C'est comme taper à l'ordinateur, on s'entraîne. Apprendre un nouveau manipulation de véhicule, on s'entraîne. Mais on se désentraîne aussi assez rapidement. Et c'est vrai que moi, ma capacité de tolérance à l'effort mental, physique, même si je fais de l'ultra, à un moment, dès que je sens que je panique parce qu'il y a trop de charges autour de moi, il y a une demande, il y a un contrat, il y a un coaching qui s'annule, un autre qui remplace, puis le quotidien qui vient se greffer dessus, puis X, 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 X. Quand je commence à dire oula, 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 c'est que ça, il faut que je lève le pied. Et donc, du coup, ça, c'est mon indicateur. Yes. Et c'est super parce qu'en fait, bon, pour tout te dire, c'est exactement. Enfin, ça me fait plaisir d'entendre tout ça parce que justement, et j'ai une autre personne que vous verrez en interview qui s'appelle Vincent qui va arriver. Lui, toutes ces questions, ça lui faisait peur parce qu'il disait, mais tout quand tu me parles d'indicateurs, de trucs machin, mais de quoi tu parles? Et là, en fait, Cédric, tu donnes le truc, mais ouais, le feeling, se connaître mieux soi-même pour pouvoir appréhender les choses. Si on était dans un grand groupe, une grande entreprise, il faudrait des indicateurs pertinents pour évaluer cette performance. Mais moi, ce que j'apprécie dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, non, on peut avancer avec le feeling. Mais par contre, ça nécessite de bien se connaître, d'avoir des valeurs, de se challenger, de se remettre en cause, de développer la résilience. Et ouais, en fait, ce feeling-là, il demande plein de compétences. Parce que le feeling à lui seul ne suffit pas. Et je trouve ça intéressant dans ce rapport à la performance qu'on demande aux entreprises. Hein, c'est pas de toujours faire mieux dans le chiffre d'affaires, c'est de faire au mieux que tu peux en fonction de ton contexte intérieur, de ton contexte extérieur. C'est ça l'adaptation permanente pour performer, quoi. Et du coup, ma dernière question pour cette interview, en tout cas, c'est justement ce rapport d'adaptation. Dans la norme 9001, on l'appelle l'amélioration continue. Comment est-ce que toi, tu crées cette amélioration continue? Comment tu juges pertinent ou ce qu'il faut améliorer? Tu t'adaptes? Comment tu fais ça? Alors déjà, il y a les feedbacks qui sont faits en entreprise, les feedbacks qui sont faits à travers mes échanges des personnes que j'accompagne en individuel, vers les prestataires également. Et à travers ce feedback, il y a toujours aussi cette analyse, cette observation et cette écoute de qu'est-ce qu'il y a comme besoin, ou encore une fois, quelle est la nouvelle vague sur laquelle surfer. Finalement, je vais reprendre cette image. Là, je vais prendre l'exemple. Je suis déjà dans mes prévisions de formation pour 2026-2027. Je sais que là, il y a une grosse ouverture qui se fait sur les neurosciences. Et donc, du coup, c'est continuer de se former pour ramener de la fraîcheur dans mes coachings, dans mes accompagnements, pour proposer du plus à la demande là, à l'instant T. Parce qu'il y a des fois, je vais sur des entreprises, la thématique, c'est le stress, mais finalement, je m'aperçois que dès les premières minutes de l'inter, on peut brosser d'autres thématiques. La motivation, la neuroscience, les biais cognitifs, la sérénité, par exemple. Donc, du coup, plus moi, je développe de compétences, plus j'élargis mon champ d'action.
et plus je suis efficace à la demande à l'instant T finalement. Mais ça passe par aussi l'écoute, l'analyse et les retours qui sont faits, de quoi les gens ils ont besoin. Et cette histoire de vague, moi, j'aime bien parce que je le dis, là pour l'instant, il y a cette vague du santé bien-être, mais peut-être que dans quelques années, on sera sur une autre vague. Et pour le coup, il faut être capable encore de s'adapter, de se réinventer pour dire, OK, ben, moi, je suis toujours présent et j'existe toujours finalement. Voilà, c'est ça en fait finalement pour moi la réponse à ta question. Ben, grave. Et en plus, tu vois, on clôture avec des choses qu'on a balayées, c'est-à-dire la compétence, le contexte extérieur, le contexte intérieur. Donc on voit que, ben, moi je suis content de voir qu'au regard de toutes les questions qu'on s'est posées, ben, tu as quelque chose qui est robuste, ouais, qui est robuste en fait, et qui se nourrit. Et c'est vraiment complet. Donc je te remercie vraiment. L'interview touche à sa fin et je te remercie beaucoup pour ton implication. Je vois que tu as peut-être un appel ou un truc comme ça. Non, du tout. En fait, je cherchais quelque chose à finir parce que c'est ce que j'ai tatoué sur mon bras et ça conclura vraiment Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'ensemble. la dernière fois, j'ai essayé de le lire. Je, je t'écoutais plus que je ne lisais. Il y a marqué quoi sur ton bras? Alors, il y a marqué toujours rechercher la difficulté, non pas le danger, aller de l'avant, tenter, oser, créer, innover dans l'audace. Il y a l'enchantement. Ah ouais, t'as vraiment un Et, bras musclé parce que moi, on met pas ça. Yes. et pour le coup, voilà, je pense qu'il faut que les gens se fassent un peu confiance dans la vie et développent leur esprit créatif, qui tentent, qui osent. Des fois, ça s'ouvre, des fois, ça s'ouvre pas. Si ça s'ouvre pas de suite, gardez confiance, ça s'ouvrira à un moment ou à un autre. Et moi, je dis toujours que le travail paye, peu importe, boulot, sport, famille, quoi. Mais le travail paye. Et voilà. Mais en tout cas, c'est là-dessus que je voulais en terminer et te remercier pour ce moment de partage. Ben, merci beaucoup. Ben, je rebondirai moi sur un adage qui reprend exactement le tien. Pour moi, c'est on récolte ce que l'on sème. Et c'est vrai dans le travail. Et c'est vrai aussi dans les valeurs humaines. Quand on sème de la gentillesse, il y a peut-être plein de trucs, mais ça viendrait de toute façon. Mais à un moment donné, quand on sème, il y a un truc qui va pousser. C'est un peu Jean Genot donc, dans L'homme qui plantait des arbres. Donc, moi, je te remercie. Et je rappelle qu'on peut profiter de tes prestations sur le site, dis-moi c'est ça, sportmentalsanté.com. C'est ça? C'est ça, tout à fait. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup Cédric. Prends bien soin de toi. Au plaisir de taffer à nouveau avec toi. Et puis, voilà, je voulais remercier tous ceux qui vont voir cette vidéo. J'espère que ça vous aura motivé à suivre Cédric dans tout ce qu'il entreprend, sur LinkedIn aussi. Et puis, à bientôt pour une prochaine interview. Salut Cédric. Salut Nico, bye. Salut à tous. Bye.